Rencontre intergénérationnelle des médias, vous avez désormais pris le rendez-vous. C'est cette rencontre qui nous permet de tirer profit donc, de la riche expérience de nos aînés, de pouvoir prendre de leurs conseils et de pouvoir construire des médias plus forts, plus crédibles pour contribuer au mieux au développement de notre pays. Rencontre intergénérationnelle des médias, c'est notre 3e édition. Nous recevons donc sur ce plateau Ali Idriss Touré. Bonjour, doyen Ali. Bonjour. Alors, comme d'habitude, nous tentons de connaître l'ordre. Vous avez choisi de faire de la presse, vous avez choisi donc de marquer votre histoire. Vous avez dirigé pendant longtemps la section africaine de IPS, Interpresse Service. Vous avez été à la PADA. Qu'est-ce qui vous a fait venir à la presse? Merci, je crois que si je dois développer ce qui m'a fait venir à la presse, ça va être très long. Mais je dirais, bon, schématiquement, que c'est. Je ne sais pas s'il faut dire que c'était dans le sang ou quoi, mais depuis mon jeune âge, je pensais vraiment à devenir journaliste. Et j'étais en classe de 4e, au CEG de Candy. Et j'avais un ami d'enfance avec qui on avait commencé le collège. Tous les deux, nous à ce moment-là déjà, on voulait être journaliste, on ne sait pas pourquoi. Et quand notre équipe de football s'est déplacée pour rencontrer les autres collèges, les équipes des autres collèges, ben, on était les petits reporters quoi. On allait, bon, mon ami lui, il avait la chance d'être footballeur en même temps. Et à son âge, il est plus. Il était footballeur et journaliste en même temps. Moi, j'étais simplement journaliste. Donc, au retour des rencontres, on rédigeait un texte, un papier d'information qu'on allait lire dans les autres classes. À ce moment, le CEG n'avait que 4 classes, donc de la 6e jusqu'à 3e. On était en classe de 4e. Bon, ce que j'ai dit là, c'était en 66-67. Et par la suite, vous êtes allé à... Et puis par la suite, bon, après le PPC en 109, on s'est séparés, chacun allait de son côté. Bon, lui. Et puis, curieusement, je ne sais pas si c'est le destin ou la force des choses, tous les deux, on était devenus journalistes. Lui, mon ami s'appelle Jean Huntongwe. Il avait fait le CESTI. Il est parti d'ici pour faire le CESTI. Quand il a fini, il était rentré faire un stage ici. Après, il est retourné à Dakar pour faire des études d'économie. Puis il n'est plus rentré. Il a fait son job de journaliste là-bas auprès de l'agence France Presse où il était collaborateur avant de devenir un journaliste du bureau de Dakar. Moi, le chemin est un peu plus long. Bon, ben, je suis parti aussi. J'ai enseigné même d'abord dans le primaire avant d'aller faire le baccalauréat. Avant de retourner, donc je n'ai pas fait le bac, puis l'université ici, puis la Côte d'Ivoire, j'ai fait la licence, puis je me suis retrouvé, après avoir enseigné en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé à Lille, à l'école supérieure de journalisme de Lille, où j'ai fait mes études de journalisme à mes frères. Et je suis rentré et on m'a recruté, donc de Lille déjà, j'ai fait une demande à l'agence panafricaine d'information qui était basée à Dakar. Cette agence, pour ceux qui ne savent pas, c'était une agence créée par l'ancienne organisation de l'unité africaine, OUA, c'est-à-dire la PANA, l'agence panafricaine d'information, en anglais, c'est Pan African News Agency. Et puis ils m'ont recruté à Dakar où je suis parti et j'ai rencontré mon ami à Dakar qui lui était au bureau de l'agence France Presse AFP. Tous les deux, on s'est retrouvés à Dakar en train de faire du journalisme. Bon, puis après, moi je suis rentré, 7 ans et demi après, je suis rentré au pays, après la conférence nationale, et j'ai tout de suite collaboré à un petit journal qu'on appelait 24 heures, qui a été créé par un groupe de fonctionnaires, un groupe d'intellectuels, comme on dit chez nous ici, au lendemain de la conférence nationale de février 90. Quand je suis rentré, c'est l'un d'entre eux, d'ailleurs, un docteur vétérinaire qui m'a vu à Dakar. Il m'a dit, mais si tu veux rentrer, il faut venir nous aider. Nous, on n'a pas de professionnels, on a de jeunes étudiants.
Je suis rentré, mais le journal n'avait pas de base financière ou de base professionnelle solide. J'ai même mis moi-même de l'argent, dans près d'1 million dans mes économies pour participer comme actionnaire. Mais ça n'a pas fait long feu, le journal est mort. Pendant ce temps, j'ai commencé à publier des articles dans les journaux de la place, dont La Nation, parce qu'après la conférence nationale, le journal est aujourd'hui devenu La Nation, et puis dans d'autres journaux privés. Bon, jusqu'à ce que... Et ça, c'était en 91, 92. En 92, l'agence de presse britannique m'a recruté pour être son correspondant au Bénin pour le service français. J'ai fait... Oui, Reuters, ça s'appelle Reuters. Donc j'ai fait ce job-là et jusqu'à 92-93, et puis en 94, on m'a rappelé à la PANA. Donc, je suis allé faire encore 6 mois à Dakar, je suis rentré. De nouveau 6 mois après, je suis rentré encore. Je ne voulais pas rester. Et quand je suis arrivé, la PANA m'a demandé d'être son correspondant local ici chez nous. Ce que j'ai accepté. Bon, c'est ça que j'ai fait pendant 5 ans pour la PANA comme correspondant local. En temps, j'ai laissé tomber Reuters quand je retournais à Dakar. Et chaque fois que je suis au Bénin, j'ai continué d'écrire, de publier des articles dans les médias locaux. Et puis après, pendant que j'étais ici aussi, l'UNESCO m'a demandé d'aller former des journalistes d'agences de presse locales. Vous savez, on a une agence qu'on appelle ABP. Voilà. Et pour les équivalentes de l'ABP dans d'autres pays africains, j'ai commencé par le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Mali, et puis dans mon pays aussi, au Bénin. L'UNESCO qui a financé ces formations-là. Il y avait beaucoup de jeunes gens que j'ai eu dans la formation ici, et j'avais quand même un second formateur qui était togolais, lui-même il ne vit plus, je crois, M. Yao Adé. Bon, donc j'ai fait ces petits jobs-là, comme ça, carrière. Il y a d'autres petits jobs que j'ai eu à faire. Et puis vous avez accepté le poste régional de IPS. Voilà. Donc, c'est le dernier contrat d'agence de presse que je vais avoir en 2001. L'agence de presse qu'on appelle IPS, c'est en anglais Interpress Service. Ce n'est pas connu de beaucoup de gens. C'est une ONG internationale, mais qui fait agence de presse depuis 1964. Cette agence existe, elle est basée à Rome, en Italie, et son bureau régional, parce qu'elle a des bureaux régionaux dans toutes les régions du monde, et le bureau régional Afrique se trouvait au Zimbabwe, et compte tenu des comportements de Robert Mugabe à l'époque vis-à-vis de la presse, le bureau a été déplacé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc j'ai travaillé pour IBS pratiquement pendant 13 ans, de 2001 à 2013. J'ai commencé début 2001, j'ai fini à fin 2013. Et j'étais le chef du bureau du service français basé à Cotonou. Il y avait une jeune dame congolaise qui avait ouvert le bureau, l'appelait Nana Rosine. C'est elle qui est partie, elle a eu une pause vers le Congo pour l'ONU quand le Congo RDC était en train de s'organiser pour devenir un pays de paix. Et à ce moment, on m'a demandé de la remplacer. C'est comme ça que j'ai dirigé le bureau jusqu'ici. Le bureau a fermé en décembre 2013 à cause de la crise financière en Europe. Voilà, et donc depuis 2013, fin 2013, je me considère comme à la retraite. Je ne travaille plus pour être payé, mais quand les médias m'invitent à m'exprimer sur des questions nationales ou internationales, j'y vais. Et je considère cette rencontre comme une de ces invitations. Alors, surtout quand c'est la formation, j'aime bien ça. C'est vrai qu'on vous écoute aussi souvent sur Radio Tokpa, vous intervenez souvent. Oui, Radio Tokpa, j'ai fait 2 ans d'intervention les dimanches sur ce qu'ils appellent à l'ombre de grands baobab. Bon, mais ça a duré 2 ans et puis j'ai arrêté en octobre de l'année dernière. Ça fait 1 an que je ne vais plus à Radio Tokpa. Mais alors, de 84 à ce jour,
vous avez fait du chemin dans la presse. Quels sont les grands moments qui ont marqué votre carrière professionnelle? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Pour parler du grand moment sur le plan personnel, et il y a eu un certain nombre de conférences vraiment qui m'ont marqué quand j'étais jeune journaliste à la PANA à Dakar. C'est une grande conférence organisée par l'UNESCO contre l'apartheid. Vraiment, je crois que c'était en 86. La même année, le premier sommet de la francophonie à Paris avec François Mitterrand, j'étais envoyé aussi comme envoyé spécial, comme on dit, de Dakar. Ça, c'était le deuxième événement. Bon, il y a d'autres conférences, bien entendu. Je ne peux pas les citer. Je peux dire aussi, bon, la deuxième conférence de la francophonie, c'était à Québec en 87, parce que là aussi, c'était vraiment une conférence assez importante, hein, de par le nombre de journalistes et puis le nombre d'invités. Alors, quelles ont été les valeurs sur lesquelles vous êtes appuyé pour construire votre carrière? Qu'est-ce qui a vraiment été le fil conducteur de votre carrière? Oui, la première valeur en tant qu'agencier et journaliste d'agence de presse, c'est la rigueur dans le traitement de l'information. Ça, c'est extrêmement important en agence de presse parce qu'il ne faut jamais regretter d'avoir publié une nouvelle et regretter après. Il faut que l'information soit sûre, vérifiée avant d'être publiée. Les agences de presse, ça, c'est inacceptable qu'on publie une information et qu'on revienne là-dessus quelques heures après. Mais ça arrive, hein, ça ne veut pas dire qu'elle ne se trompe pas. Ça arrive. Mais c'est extrêmement rare. Et ça m'a marqué depuis la formation à Lille et les stages à l'agence au bureau de l'AFP à Paris. Ensuite, il y a la valeur, si vous voulez, de la dignité, l'intégrité. Il ne faut jamais se laisser manipuler par une quelconque puissance, que ce soit l'argent ou la politique, quoi, pas des politiciens. Il faut être extrêmement rigoureux avec soi vis-à-vis de toutes les puissances d'argent, les puissances politiques, si vous voulez rester un journaliste. Et faire une réputation de grand journaliste pour vous-même. Et ça, ces valeurs-là, ça reste toujours des valeurs vraiment intouchables pour moi. Alors, ça me permet justement de faire cette transition pour aborder le thème de cette rencontre. Vous avez dit qu'il faut totalement être rigoureux par rapport à toutes les puissances, y compris les puissances d'argent. Et donc, les rencontres intergénérationnelles des médias, 3e édition, parlent des défis de la presse béninoise par rapport aux puissances d'argent, par rapport au pouvoir de l'argent. Nous avons interrogé quelques consommateurs de la presse que nous allons voir dans cette capsule. Et juste après cette vidéo, nous allons aborder donc cette thématique pour voir qu'est-ce que nous avons à retenir, quelles sont les leçons, les enseignements que nous avons à tirer pour notre découverte. Il faut rendre hommage à la presse béninoise qui a assuré la veille politique depuis la conférence nationale. Il y a une partie de la presse qui me semble tenir dignement dans le métier de la presse. Et je les encourage à continuer. Mais à côté de cela, je suis un peu déçu par une catégorie de la presse béninoise et par quelques professionnels
de la presse béninoise que j'ai vu par le passé traiter de la réalité socio-politique du pays avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de dignité. Et aller voir aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il puisse y avoir une telle pénurie d'analyse critique dans le traitement de la réalité socio-politique du pays? Il n'y a rien de plus cruel, de plus indigne pour un véritable professionnel des médias que de troquer la dignité de son métier contre des pourboires d'individus sans foi ni loi qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et qui, conséquemment, ne peuvent conduire le peuple béninois que vers le naufrage. Mais nous avons azo iton le me o ndonte no achidi hoja ma egbeton dion eso ayin do no eje o eno do ha bo no achidi politique lo no me do politique no bi onu me ro apade le pe bo ndo ndeje bo amo journalist di o do je e wa fi dion iran yi ku lo bo na do to ojibo o to vile binatu no eje o fi o mais où est nous complet de perdre et va jeter on mais et mon est si gosse mi même bon mon journaliste là bon et tu dois enveloppe pour nous blonner nous glow bon quoi mi dame yo airo mi gon mi tuno na do ndevo mi na ase mon ke nde jero fi onu o ye wa le na wa zogbon yo ye so wa so do mo a bon adigban bodo politique ipo abi onu me bon mi so se ndagbere ro ko jira ma mi ton lenu a bo e ka no mo to mi ton okudo yi e gbe diyan nu gegere ojije to lo me bo na solo atejibo na do si azoma de to vile ton enile yin do tajibo na ira do si ino do enile a bo futilité nu gbolo de pon journaliste na zero toji bo na odi do bo mi solo mo ta ti lo to o me a on a blâmé d'ailleurs si to d'ailleurs ni wana ko jira ma bo do to tang mais de le wa je mo chi yo wan do nu ko jira ma e di de polo la cheme nko jojo bia amo e di de po en so yin wana so te de udi de no te de gon da ya. Je pense que ce qui nous est montré, c'est comme si on a donné quelques facultés à un miroir qu'on a promené dans la presse et qu'on nous a dit comme un reportage que ce miroir se retourne à nous et pour que nous puissions lire ce qui est. C'est la réalité, c'est notre quotidien. Oui, c'est dommage, mais c'est notre quotidien. C'est notre quotidien qui, ma foi, à chacun de nous, par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, nous essayons de l'apprécier et de faire ce que chacun de nous peut faire. La réalité est telle, j'ai écouté le président Batoko qui a plongé le couteau dans la plaie pour nous dire voilà ce que vous êtes, quittez ce terrain-là. Oui, et cela nous replonge, nous autres, le 14 février dernier, à la veille du 3 mai, l'Observatoire de la déontologie est monté au créneau en conférence de presse à la maison des médias pour dire arrête. Nous avons parlé des titres siamois, et c'est ça qu'il a dit. On ne peut pas penser que dans 4 ou 5 quotidiens, les journalistes puissent réfléchir et parler de la même façon et avoir les mêmes mots, presque les mêmes titres. Ce n'est pas possible. Et ça, la dame est venue se demander si quelque chose ne passe pas par là comme directive. À nous de nous regarder en face. Cela a même fondé l'Observatoire qui, dans sa mission, s'est engagé depuis le 15 octobre dernier en une tournée nationale
Nous venons de faire tous les départements, sauf l'Atlantique et le littoral, que nous allons commencer dans quelques jours, pour aller voir les professionnels des médias et dire ce n'est pas bon du tout. Nous nous écartons de notre code de déontologie. Et le code de déontologie, c'est notre miroir, c'est notre brevière. Il faut qu'on retourne à cela pour montrer le professionnalisme. Et ça, parce que ce que nous sommes en train de faire là, laisse entrevoir peut-être un danger. Parce que nous sommes à la veille des échéances électorales. Et nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de descendre sur le terrain pour demander aux professionnels des médias de tout simplement se retourner au code de déontologie. Sinon, nous ne savons pas ce que quelqu'un leur commandera et il ne faut pas menacer la paix. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire tout de suite pour dire les capsules. Oui, c'est réel. Et quand on parle des questions liées à la vision, à l'image de notre presse aujourd'hui par rapport au pouvoir de l'argent, je crois qu'il y a une question d'intégrité à laquelle nous devons inviter chaque journaliste. On ne peut pas mettre la mission, arriver notre mission au gain facile. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Le journalisme est un sacerdoce. Et si quelqu'un veut devenir riche, il ne vient pas au journalisme. Au journalisme, on n'a pas fait vœu de pauvreté. On peut s'en tirer si on fait du bon travail. Mais on ne peut pas dire je viens au journaliste tout simplement pour avoir de l'argent. Ce n'est pas possible. Parce que là, on ne se donnera pas de la peine, on cherchera tout le temps l'argent et celui qui court derrière l'argent c'est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître sur tous les cieux. Il vous désorientera, il ne vous permettra pas d'avoir une bonne image de professionnel des médias. Voilà ce que je voudrais dire. Revenant aux capsules que nous avons appréciées tout à l'heure, quand nous mettons ensemble tous les intervenants, le tableau est fait. Et paradoxalement, c'est que au niveau de la presse, nous sommes unanimes pour reconnaître ces problèmes que nous avons. Je ne crois pas qu'ici, il y ait un journaliste qui va jeter la pierre à l'un ou l'autre de ces intervenants, que ce soit celui qui s'est exprimé en langue nationale, que ceux qui ont parlé en français. On a vu que le problème réel qui a été posé. Et surtout le dernier intervenant, il a tellement fait le tableau, il dit qu'il a vu des journalistes qui avaient proposé des analyses suffisamment objectives il y a quelques années, mais qui malheureusement aujourd'hui tombent dans le parallèle. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est difficile de répondre, mais c'est la réalité. La réalité, c'est peut-être ce que le président de l'ODEM disait, peut-être la course effrénée pour l'argent. Je pense aussi que nous pouvons gagner notre vie tout en respectant le minimum, respectant le code de l'ontologie, respectant le code de l'information et de la communication. Plus récemment, le code numérique, c'est vrai, le code numérique ne s'adresse pas suffisamment aux journalistes. Mais les principaux outils que nous avons peuvent nous permettre de gagner notre vie tout en étant journaliste professionnel. De ma position de l'ensemble associatif, j'ai fait le constat que les problèmes que nous dénonçons pour la plupart, c'est à cause de nous-mêmes journalistes. Nous ne nous intéressons pas suffisamment à nos problèmes. Nous ne militons pas suffisamment. Nous ne sommes pas souvent ensemble pour défendre. Nous voyons certainement les ressources entrer-sortir au niveau des organes de presse, mais nous ne sommes pas ensemble pour savoir forcer la main au patron. Il y en a qui pensent, quand on fait le débat avec eux, qui pensent que du moment où les organisations ont été mises en place, qu'elles peuvent à elles seules régler les problèmes. Ce n'est pas évident. Je ne peux pas être à l'UPM et savoir avec précision ce qui se passe au niveau de l'éducation. Je ne peux pas être à l'UPM et savoir si le salaire de... Nous sommes en fin octobre. Si le salaire de 7 ans, par exemple, a été payé à l'éducation, on ne peut pas inventer ça. Donc c'est seulement lorsque les problèmes des médias auront compris qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait leur bonheur, que nous pourrons ensemble leur porter l'appui nécessaire pour que les organes puissent fonctionner comme cela se doit. Tout le monde déplore
la position, le traitement qui est fait, mais ces mêmes jeunes aujourd'hui ne ratent aucune occasion pour aller veiller en cas de presse. On crée tous les jours. On crée tous les jours. J'étais à une séance la dernière fois, ça ne fait pas encore longtemps, où tous ceux qui ont présenté, tous des jeunes à moi, ils ont présenté comme des obligations. Dans un marché étiqueté, comment est-ce que nous allons pouvoir avoir des ressources pour fonctionner à bon escient pour ces organes que nous payons à tout le monde? Donc, le problème, nous connaissons, le diagnostic, c'est là. Mais comment est-ce que nous allons nous lever un jour pour dire, et arrêtons, repartons sur de nouvelles bases. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais souhaiter longue vie à ces rencontres internationales qui nous permettent de nous instruire, d'aller à l'école de nos aînés pour pouvoir devenir une situation. Le doyen, moi je l'ai connu de façon particulière lors de certains grands débats au niveau de, je crois, Radio Tokpa. Mais sans cela, bien avant, je l'ai connu en tant qu'agencier, si je ne me trompe. C'est l'un des meilleurs, des premiers agenciers de notre pays et qui ont fait bien la gloire en ce qui concerne la presse écrite, notamment au niveau des agences. Aujourd'hui, ce volet de la presse est en train de disparaître un peu. Sinon que, bien, c'est ABP qui aujourd'hui continue d'assurer un peu ce volet-là. Et malheureusement, au niveau de nos organes de presse, il n'y en a plus. Parce que je me souviens très bien, quand nous étions dans le feu de l'action, on recevait systématiquement l'agence ABP, qui est un magazine, enfin, qui est un quotidien, pas quotidien, une sorte de ramasser des informations qu'on a au plan national, qu'on va chercher au niveau du siège de l'ABP à Cotonou, à côté de BOA. Aujourd'hui, malheureusement, ces choses-là s'estompent. Malheureusement. Parce que quand on veut parler de région, l'information au plan régional, c'est ABP. Vous connaissez. À tel enseigne que dans les journaux, vous allez voir des pages spécialement réservées à ABP. Vous avez à foison les informations qui émanent de nos départements. Malheureusement, ça n'existe plus. Et il faut le regretter. Mais il faut aussi souhaiter quand même que ça revienne. Parce que l'ABP existe sous une autre forme aujourd'hui. Une forme plus numérique, une forme plus digitale, où on a la possibilité d'avoir un peu les informations d'ABP sur les réseaux sociaux, etc., etc. Maintenant, on fait un calibrage systématique en tant qu'élément, page dans un journal, ça revient au directeur de publication, au patron d'organes qui apprécie la justesse. Alors, c'est pour dire que le doyen ici présent, que je respecte avec beaucoup de déférence, est l'un de ceux-là. Moi, je vais souhaiter qu'il nous parle un peu de ce qu'est devenu aujourd'hui les agences. Les agences aujourd'hui, ABP, d'accord, mais dans le monde. Parce que même si on remarque cette régression, au plan mondial aussi, on remarque aussi cette sorte de régression. Parce que AFP, je ne sais pas si elle existe encore, l'agence américaine qu'on appelle, voilà, et bien, je sais, elle existe encore, etc., etc. Autant de choses que je voudrais que le doyen puisse s'établir avec nous. Alors, en ce qui concerne le deuxième volet de la question, à savoir les problèmes des médias aujourd'hui. Donc vous savez, dans l'opposition, je peux en parler à foison. Et il est regrettable que le modèle économique a changé. Parce que le modèle économique a changé, tout est en train de s'effilocher, de se désintégrer. À tel point que les jérémiades ont commencé par être constantes. Les plaintes ont commencé par être constantes. Les professionnels se plaignent de plus en plus. Mais ce n'est dû ni au professionnel, ni au patron. C'est dû au modèle économique dans lequel nous sommes. Et dans lequel nous sommes mis depuis des années. Parce qu'il est établi depuis que, au Bénin, la presse a toujours vécu à l'aune des contrats médias. Alors, de Kérékou à Yaï, en passant par Sodolo, etc., etc., nous avons connu cette sorte de fonctionnement à base des contrats médias. Aujourd'hui, ces contrats n'existent plus, ou existent avec beaucoup de restrictions.
Et c'est ça justement qui fait que le modèle a changé et ça déséquilibre complètement notre fonctionnement, notre résistance. C'est vrai que l'argent y est rentré toujours. Et même dans le temps où eh bien, les contrats existaient, mais il y a tout le conditionnement de cet argent-là qui fait que eh bien, le professionnalisme prend un coup. Donc c'est dire que même si on revient au contrat média, au partenariat avec l'État, avec les ministères, avec les organismes sous tutelle ou avec les sociétés d'État, le problème va toujours se poser en termes de ce que la liberté totale éditoriale ne serait pas de mise. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, avant les professionnels se plaignaient plus que les patrons. Parce qu'au moins les patrons s'en sortaient avec un contrat média. Et malheureusement, l'inéquité, la non-justice a fait que les paiements de salaire qui doivent être mis ne sont pas de mise. Aujourd'hui, c'est les deux qui se plaignent. Et patrons et professionnels se plaignent à cause de ce modèle économique-là. La question est celle-ci. Même si les contrats médias reviennent, est-ce qu'on va continuer toujours par loger nos parutions, notre profession, à l'aune de l'argent? Tout est là. Parce que moi je pense que même si on a 10 contrats médias, ça profitera beaucoup plus au patron de presse qu'au professionnel. Ce patron étant embarqué dans une sorte de communication ne peut que communiquer. Il va informer. Est-ce qu'on doit laisser la communication pour informer? C'est l'idéal. Mais sans communication, est-ce que les organes peuvent vivre? Non, c'est pas évident. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. C'est un labyrinthe compliqué dans lequel nous sommes. Et dans lequel on doit cesser, on doit faire l'effort de s'en sortir. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? Dans d'autres pays, il y a un fonds média qui finance les organes de presse, radio, télévision, journaux, et qui ne demande rien en retour. Voyez-vous? C'est un peu le modèle de l'aide de l'État à la presse que nous avons. Mais dont le montant est hautement squelettique et ne résout rien du tout. C'est pourquoi justement nous allons au fond maintenant. Alors si nous avons le fonds qui implique des appels à projets des organes de presse, ça pourrait changer. Parce que dans l'approche qui est définie au niveau du fonds, c'est qu'un organe vient au fond, est financé à hauteur de 15, 30, 50 millions, mais revient 3 à 4 ans après. Mais dans le plan de développement qu'il a amené, il y a le volet social, le volet paiement de salaire. Et il y a une sorte de suivi-évaluation qui fait qu'on ne lui remet pas tout l'argent comme l'aide de l'État actuellement. Il y a 30% au départ, 50% au milieu et 20% à la fin. À tel enseigne que sur les 5 ans on suit, et on voit si systématiquement les salaires sont payés à l'aune de la convention collective, qui, quoi qu'on dise, est un minima qu'on a fixé. Certains organes en payent plus aujourd'hui. Mais au moins, de façon systématique, avec le fonds, sur 5 ans, pour un organe qui a bénéficié de ça, il peut s'occuper du paiement des salaires. Mais ça veut dire aussi qu'il est libre. Parce que j'ai un contrat de 5 ans, je suis éditorialement libre, j'ai la liberté, voyez-vous, de pondre les papiers d'ordre de développement de mon pays. Mais à contrario, ce n'est pas encore possible. Donc nous allons nous battre pour que le fonds soit de mise. Je vous remercie. Et donc, le débat est planté, je vois que ça digère le patient. Et nous allons redonner la parole au douanier Annie, qui va partager avec nous son expérience par rapport à l'argent dans les médias. Qu'est-ce que vous avez vécu de votre position? Comment est-ce que l'argent vous a desservi tout au long de votre carrière? Et qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui avec les divers témoignages que nous avons écoutés tout à l'heure? Quelle est votre appréciation de la situation béninoise? Merci. Merci Vital. Je vais commencer par dire tout simplement que bon, mes confrères qui sont là, qui sont aussi des doyens de la plus jeune génération, ont abordé chacun à sa manière le sujet. Et le dernier Chibonneau, en l'occurrence,
a mis les doigts dans la plaie pour ce qui concerne la situation actuelle. Bon, je ne sais pas si je vais dire quelque chose de nouveau, tel que moi j'ai conçu ma causerie, parce qu'il s'agit d'une causerie, comme on l'avait suivi la dernière fois avec le doyen Noël Alagbada, c'était en juillet. Et moi, je voudrais simplement faire, si vous voulez, raconter des expériences vécues et qui vont apparaître comme une sorte d'autocritique de nous-mêmes, de notre métier. Parce que depuis que je suis rentré au pays en 91, la première chose qui m'a frappé, c'était ce qu'on appelait le communiqué final. Quand on envoyait des journalistes ou des reportages, bon, là-bas, on leur donnait un peu d'argent. Alors que nous-mêmes, en tout cas pour le petit journal que j'ai continué à diriger quand je suis arrivé, on donnait les frais de transport. Si le journaliste a une moto ou s'il doit aller en zèbre, bon, on donnait quelque chose pour qu'il aille et qu'il revienne pour faire son papier. Mais de plus en plus, quelque chose était exigé là-bas parce que les organisateurs eux-mêmes, ils donnaient des frais de transport aux journalistes, reporters. Et les reporters ont commencé à exiger cela. Donc, il y a des organisateurs qui donnaient 5 000 francs ou 2 000, ou peut-être parfois plus aux journalistes. Bon, comme c'est des jeunes journalistes, la plupart du temps des stagiaires même, donc ça leur réglait quelques problèmes. Alors, exiger cela paraissait comme un problème, parce qu'ils ne doivent pas exiger cela. Bon, et le débat était lancé dans les médias, on en parlait, à des rencontres, on discutait de ça. Et une fois, j'étais à une conférence de l'organisme qui s'occupait du sida ici. Et après la conférence, on appelait des journalistes pour venir signer un document. Et on m'a appelé aussi, puis là j'étais comme reporter de la PADA. Et puis ils m'ont dit, mais il faut signer. J'ai dit pourquoi? On dit, mais on donne quelque chose. J'ai dit quelque chose, pourquoi? J'ai dit, mais c'est ça qu'on donne aux journalistes à la fin. J'ai dit, non, moi je ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas comme ça que moi je travaille pour mon agence. On dit, ah bon? Et je n'ai pas appelé, je n'ai rien signé. Alors j'en parlais avec d'autres journalistes, puis je dis, oh, il y a eu un cas où vous n'avez pas signé, quelqu'un a signé à votre place et a pris l'argent. Donc voilà des choses qui m'ont surpris. J'ai dit, ah bon, comment ça peut se passer ainsi? Bon, vous voyez cette période-là, on exige jusqu'à ce que les organisateurs des rencontres inscrivent sur leur budget ce partage de 5 000 ou parfois 10 000, en tout cas au moins 2 000 ou 5 000 aux journalistes qui sont venus couvrir. Parce que ces journalistes menacent de ne pas publier d'infos sur leur rencontre tant qu'ils ne vont pas recevoir ces sous-là. Je crois que par la suite, ça s'est appelé gombo ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Donc vous voyez, cette période-là, ça m'a marqué, moi je rentrais de l'étranger. Et puis bon, on a continué ainsi, mais le débat, ce qui est intéressant, quand on prenait conscience de ce que ça représentait comme danger pour l'éthique dans le métier. Bon, maintenant, on est passé à une étape supérieure vers 1995 où on a commencé à constater que des journalistes, c'était certains, hein, pas tout le monde, heureusement, des maîtres chanteurs, donc qui faisaient chanter certaines personnalités avec ce qu'ils appellent, on a un dossier sur vous, si vous ne faites rien, on va publier le dossier, et puis bon, mais c'est extraordinaire. Et beaucoup de personnalités, des cadres qui étaient à des postes, étaient victimes de ce chantage-là. Et moi, il y en a qui m'ont approché, des hommes, des cadres, pour dire, mais ce que vos jeunes journalistes font, c'est pas bien. Je dis, mais si vous ne vous reprochez rien, dites-leur de publier. Si vous vous sentez diffamé, vous portez plainte, puisque la loi est là pour vous autoriser à porter plainte. Donc ça a continué jusqu'à ce qu'il y ait même des publications plus ou moins spécialisées en ce type de journalisme maître-chanteur. Vraiment, c'était pas bien, pas du tout. Alors, on était dans cette situation vraiment de journaliste maître-chanteur
Et quand il y a eu l'élection présidentielle au Togo en 2003, et Yadema Père était encore là. Je crois que ça va être sa dernière élection présidentielle. Et le gouvernement togolais a invité beaucoup de journaux de notre pays là-bas. Et ils sont allés plein, les journalistes sont allés plein. On les a logés à l'hôtel du 2 février, le plus grand hôtel du Togo. En tout cas à l'époque. Et il y en a qui sont arrivés en retard, il n'y avait plus de place, ils ont exigé qu'ils soient logés aussi dans les hôtels. Mais c'est extraordinaire. Et on les a logés à l'hôtel Cara ou quelque chose comme ça. Authentique, ça s'est passé en 2003. À plus grave, ils reviennent. La plupart, sinon tous, ils ont titré élection crédible, transparente et juste au Togo. Incroyable. Et là, c'était la désolation. Même ceux qui ne sont pas de la presse, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec nos journalistes là? Alors vous voyez, parce que nous, les anciens, les gens nous posent des questions, quand on les croise, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, ce que vous devinez, c'est ce que tout le monde devine. Et en attendant que vous le continuez, peut-être que, comme le président du patronat est là, on va lui passer la parole. À ce moment, il n'était pas président du patronat. Non, mais il était dans la presse en ce moment. Peut-être qu'il a quelques témoignages par rapport à ces maîtres chanteurs. Comment est-ce qu'à l'intérieur de la presse en ce moment, on gère ces situations? Non, vous savez, ce sont les mouvements plus ou moins noirs de la presse béninoise. Il y avait ce qu'on appelle la filière togolaise. Voilà. Qui a commencé en 2003, qui a continué jusqu'à malheureusement, enfin en griffe, malheureusement je mets ça en griffe, jusqu'à fort. Hein. Non, je crois que en ce moment-là, il y avait que le Togo avait une sorte de respect spécial par rapport à la presse béninoise. Si bien que, au plan international, nous étant hautement démocratiques, la crédibilité de notre presse faisait que le gouvernement togolais a voulu que si des organes parlent des élections au Togo, ça crédibilise le Togo au plan international. Malheureusement, justement, c'est un déplacement à des fins de communication. Et quand on parle d'élections libres, transparentes, justes, crédibles et régulières au Togo, il faut comprendre que c'est de la communication. Cette filière existe vraiment. L'autre filière, mais ça a continué avec un autre fait que je vais peut-être souligner. C'est les cadavres sur le non, pas d'Ambert, il y avait des cadavres qui ont été découverts au large de nos plages, des plages togolaises. Et c'était des exécutions sommaires qui avaient eu lieu. Et il fallait que certains journaux béninois puissent s'en occuper. S'en occuper dans le sens de masquer le crime. Dans le sens de montrer que c'était des pirates qui sont retrouvés pris au piège de l'eau, qui sont décédés. Encore une fois, la presse béninoise a été sollicitée, la filière béninoise a fonctionné. L'une des têtes de pont de la filière béninoise, je peux vous sortir son nom, c'est notre cher ami Distel Rousseau. Vous savez, non, je le dis parce que c'est des témoins de l'histoire, plus ou moins. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a d'autres aussi. Et c'est pour montrer que, vous savez, cette histoire d'argent dans la presse n'est pas seulement liée au Bénin, c'est un peu sous-régional. C'est un peu côté international. Mais de l'autre côté de la mer, je crois que c'est beaucoup plus rationalisé. Donc la filière, c'est vraiment. Et ça a fait l'objet même d'un certain nombre d'attaques au niveau de l'hôtel qui a pris position pour fustiger ce type de comportement des journalistes qui vont au Togo pour installer dans notre corporation. Alors, Président Rémi, vous êtes aujourd'hui à l'hôtel et donc vous avez vécu aussi ces moments. Comment est-ce que ça se discute au sein de l'hôtel? Aujourd'hui, quel est le regard du tribunal des pairs sur ce comportement des journalistes, maîtres chanteurs? La justice béninoise a d'ailleurs
condamner certaines escroqueries. Comment est-ce que cela se discute? C'est un problème quotidien, permanent, que nous discutons et qui nous amène malheureusement à ne pas trouver de filon réel pour prier. Et je pense qu'aux États-Unis, en 2014, nous avons pensé qu'il fallait donner des pouvoirs coercitifs à l'ODEM pour qu'on puisse adresser les questions notamment de déontologie de cette facette. Vous savez aussi quoi? C'est qu'en fait, les premiers censeurs de cette pratique-là devaient être les consommateurs des médias. Nous amusons du fait que nous avons en face de nous, excusez, je ne peux pas voir un autre mot, je peux peut-être parler de moins élevés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à la langue française, qui ne voient pas réellement tout ce qui se passe de cette façon-là. Et puis, le niveau atteint par la presse dimanche fait que même certains, quand ils voient cette situation-là, ils croient, ils ne posent pas d'acte. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu une société civile se lever et décourager ce cas-là pour que nous puissions savoir que, eh bien, le mal vient dehors désormais pour que nous puissions nous ressaisir. Je pense que ça va venir. Parce que vous voyez le président de la Cour suprême qui est intervenu, vous voyez la dame, je dois savoir qu'elle est juriste. Vous voyez le étudiant aussi, qui lui a commencé par parler de désaffection. Et je peux vous replonger dans le rapport du système national d'intégrité qui a parlé du Bénin 2016, je pense. Et dans ce rapport-là, il est écrit noir sur blanc que les consommateurs sont fatigués, ils ont une certaine désaffection des médias béninois. Et il dit qu'on ne publie que des communications ou des informations achetées. C'est clair, dans ça, on dit que dès qu'on commence à documenter des choses de ce genre, il nous faut véritablement réfléchir à la question. À l'intérieur, nous réfléchissons, mais on est face à une réalité où, aujourd'hui, ma foi, je pense que si les tests avaient permis, nous on aurait tapé fort. Alors, Président Continent, quelquefois, ce sont les associations professionnelles qui sont les couloirs de cette corruption. De votre position, à un moment donné, c'est les associations, les fêtières qui gèrent, comme on dit, les mallettes du soir pour la communication. C'est ce qui se dit, en tout cas. Je ne sais pas quelle est votre pratique, Président. Pour revenir sur le sujet en discussion, la faute est partagée. Parce que lorsque nous demandons aux journalistes de ne pas tourner le dos à cette quartière, il faut d'abord qu'on puisse payer des salaires décents. Et salaires décents, j'ai également dit tout à l'heure qu'il y a que nous-mêmes ne sommes pas courageux pour aller réclamer des salaires, pour aller réclamer le revendiquer le droit, malheureusement. Donc finalement, la faute est partagée à tous les niveaux. Donc il faut surtout jeter la pierre seulement au patron et à nous-mêmes. Nous sommes coupables parce que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour défendre nos droits. Vous vous rappelez, on a fermé des organes ici, on a dit on va marcher, il y a des journalistes qui ont dit ne marche pas. Voilà. Alors, doyen Ali, voilà un peu la filière togolaise, l'escroquerie béninoise. Vous, avec votre recul, avec votre expérience, qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à la jeune génération? Non, avant d'arriver au conseil, je crois qu'il faut me laisser poursuivre mon récit. Puisque j'ai dit que moi j'ai fait un récit de faits que j'ai vécu et qui, lorsque nous les évoquons nous-mêmes, nous faisons de l'autocritique. Et sans cette autocritique, on ne peut pas avancer. De toute façon, cette autocritique, elle apparaît comme des solutions, même si elle est minime. C'est quand même des solutions à notre mal qui est très profond. Et les deux responsables de l'organisation professionnelle viennent de me rappeler le terme perdien que j'avais oublié et qui n'a pas de compliqué. Gombo, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, Gombo, c'est en Côte d'Ivoire. Tu faisais donc la confusion. Je cherchais perdien. Voilà, merci. Et bon, donc je disais, quand les journalistes sont revenus du
Togo de l'élection présidentielle de 2003 et qu'ils avaient presque tous titré que les élections étaient claires, justes et transparentes. Vraiment, dans la société béninoise ici, les intellectuels, tout le monde était surpris et déçu. Donc moi, j'ai écrit un article critique. Donc j'ai critiqué tous ceux qui sont allés à Lomé, qui sont venus pour dire des textes comme ça. Bon, mais le lendemain de mon lundi, un journal m'a pris à l'adversité, on m'a insulté en mettant mon nom à la une, Ali Idrissou Touré, 2 points, la honte. Bon, moi j'ai deux façons, je dis, si c'est le prix à payer pour que mes critiques fassent un effet, et bien c'est pas grave. Parce que ce que moi je veux de la presse de mon pays, c'est une presse responsable et de grande réputation. Et c'est ça, c'est ma préoccupation. Vous voyez, donc, quand cette période de journalistes chanteurs qui courent, et de maîtres chanteurs qui courent après l'argent, voilà, quand on critique, voici ce qu'on répond, on vous insulte. Mais ce n'est pas grave. Et moi, je crois qu'on doit continuer de critiquer quand ça dépasse les normes. Alors, je continue pour dire que lorsque, après cette période de maître chanteur, ou pendant cette période, toujours dans la société, parce que j'écoute la société aussi, les gens disent, vous voyez, il y a des jeunes journalistes qui ont des villas, qui ont de grandes maisons, comment en peu de temps ils ont pu réaliser ces maisons-là. Je dis, je ne sais pas. Et les gens disent, ben oui, c'est qu'ils trouvent de l'argent quelque part, et de l'argent sale. Je dis, bon, c'est probablement après, dès lors qu'il y a des journalistes, mais chanteurs, ça devait arriver comme ça. Parce que les gens, ils comparent les maisons de ces journalistes avec celles des anciens qui sont dans le métier depuis longtemps et qui n'ont pas encore une belle maison. Bon, c'est chacun sait gérer ses ressources, on va me dire, mais cela dit que il y a un problème quelque part. Et si on était dans un pays où on pouvait mener des enquêtes, un pays bien organisé, savoir demander aux gens d'où tenez-vous cette richesse pour réaliser ceci, cela, et c'est à partir de là qu'on met des enquêtes sur la corruption, sur le blanchiment d'argent ailleurs. Bon, malheureusement, ça ne se fait pas ici. Les gens ils réalisent ce qu'ils ont et ça plaît aux autres, ça devient des idoles, on veut les éviter. Ça, c'est pas bien et c'est pour ça qu'il faut nécessairement qu'on critique. Et vous voyez, ces journalistes-là, pour certains, bon, ils sont toujours dans le métier, j'espère qu'ils se corrigent. Parmi ceux qui sont allés à Lomé, ils sont revenus aussi avec les titres ronflants des élections transparentes. Bon, il y en a aussi qui sont plus ou moins dans le métier, qui sont même passés par là comme conseillers. J'espère que tous aujourd'hui, ils se sont ressaisis pour donner une belle image vraiment aux jeunes. Parce que si les jeunes préfèrent imiter leur peuple, ça veut dire que nous ne sortirons jamais de ce pétrin-là. Il faut que les gens se ressaisissent pour se corriger eux-mêmes en écoutant les critiques et en se regardant dans le miroir, comme l'a dit tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi pour dire qu'on a beaucoup d'argent, on a réalisé des choses, alors que les gens vous regardent, on sait comment vous avez trouvé l'argent pour réaliser ces choses-là. Alors, je vais redonner la parole au président du patronat. Le patronat béninois est largement indexé ici. Alors, président Basile, est-ce qu'au sein du patronat, il y a des rencontres critiques où le bureau ou les membres du patronat se regardent vraiment en face et se disent ben, qu'est-ce que nous faisons, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que l'argent nous amène à faire? Comment est-ce que ça se gère ou c'est toujours un gâteau que tout le monde partage et qui continue de nourrir la chaîne? Moi, je crois que on descend du débat. Le patronat n'est pas indexé ici. Par contre, c'est pas qu'ils sont indexés. Le CNPA n'est pas indexé parce que le CNPA est un syndicat, patron de presse. Donc, le rôle est d'assurer la défense des intérêts auprès des membres. Ceci dit, nous ne faisons pas de débat en termes de agent ici, agent là-bas, etc. Ce que nous faisons pour le CNPA,
nous devons des grandes orientations de notre profession. La question de la fiscalité, c'est ça que nous discutons. La question de la gestion des ressources humaines, c'est ça qu'on discute. La question de la réciprocité, c'est ça qu'on discute. La question relative à la centrale d'achat des plans de presse, c'est ça qu'il s'agit. Imaginez-vous aujourd'hui les journaux qui paraissent papier blanc. C'est le seul papier aujourd'hui qui existe, qui est plus cher que le papier journal ordinaire. C'est dû à quoi? Il y a un seul fournisseur de papier journal, moins cher, qui malheureusement est problèmes avec le fisc et dans les boîtes. Mathématiquement, les autres qui fournissent n'ont pas de papier blanc et ça coûte plus cher. Dans le même temps, le journal est vendu toujours à 300 francs. Dans le même temps, il y a toujours le contenu. Le plan se pose en termes de comment faire vivre un organe de presse, un journal, une radio, une télévision, sans argent. Soit on fait un baraque, tous les journaux ferment, toutes les radios ferment, toutes les télévisions ferment, et on ne parle plus de presse. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? C'est pourquoi lorsque le minimum de mise, il faut applaudir cela, et féliciter un patron de presse, un journaliste qui est dans la précarité, qu'impose les gouvernants, se bat pour que la presse vive. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Moi, je prends comme glorieux et je tire le chapeau à tous les patrons de presse et à tout le personnel qui, malgré qu'ils n'ont pas de salaire, comme je l'ai dit, parce que des centres de se battent pour que leur apparaisse. Ce qu'on appelle précarité dans les radios communautaires. Elles sont enceintes. Quand vous allez parfois, il y en a même qui ne mettent plus, qui mettent des MP3 et ça joue. Mais qui ont des présidents qui le font. Aujourd'hui, grâce à la population suisse, ils s'en sortent. Oui, au moins ça. Mais au niveau des médias humains, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc la question est de savoir si un patron de presse engage des ressources, l'idéal organe qui paye, comme cela se voit, ces journalistes, les charges de ces situations. Parce que, vous savez, c'est de l'ordre du privé, ça. C'est l'initiative privée. Et celui qui prend le risque devient fondamentalement les risques, quand il a le bénéfice, il a le bénéfice, c'est lui qui s'en sort. Le risque, on peut prendre ça, soit perdre, soit gagner. Mais s'il prend les risques et qu'il gagne de l'argent, qui devient créateur de richesse, est-ce que c'est mauvais en soi? Le mal ici, c'est que ça ne doit pas fondamentalement flétrir sa pression, porter la tête à son ordre de presse et l'amener à ne pas payer un salaire. Sinon, c'est le meilleur, comme je vous le dis. Ne s'occupant de ça de façon personnelle et individuelle. Mais les grandes questions liées à la population, pour le patronat, oui, on s'en occupe. Ça, de l'objectif, c'est de aussi. Merci, Président. Je vais bien placer un mot. Par rapport aux difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que le doyen est un agencier. Toute sa carrière, pratiquement, c'est dans les agences au Bénin comme à l'étranger. Mais ici, nous avons le problème qui se pose. C'est beaucoup plus par rapport aux initiatives privées, de sa position. Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller pour nous permettre de remettre en place un bon modèle économique pour éviter que les journalistes n'aient demain à retourner au Togo ou en Côte d'Ivoire? Parce que la réalité est là, que les initiatives ont besoin de moyens pour pouvoir fonctionner. Il faut qu'ils paient les salaires. Il faut qu'ils puissent assurer les charges. Ici, on a l'éducation, le bâtiment a été loué, à la fin du mois, il faut payer. Il faut pouvoir payer le courant, etc. Les charges sont là, incompressibles, le salaire. Comment vous voyez, quel conseil? J'ai déjà développé tout à l'heure que nous avons une kyrielle d'organes de presse. Nous sommes en train de proposer que les organes acceptent d'aller au regroupement. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour nous permettre de sortir de l'année? Merci. Je réservais cette question vers la fin de ma causerie. Et c'est bien que vous soyez là pour intervenir selon l'animateur. Vous savez, ce que Thibaudot vient de dire, c'est qu'en tant qu'association, il discute des questions fiscales
et des questions d'organisation pratique, pour trouver le papier pour faire le journal. Tout ça c'est correct et c'est normal. La partie de ma causerie que j'ai abordée avant qu'on arrive à ce point, c'est je suis parti des journalistes, maîtres chanteurs, et jusqu'aux journalistes qui sont allés, il m'a rappelé, donné l'expression, ils sont allés dans la filière togolaise. Et c'est ça qui nous a conduit donc aux questions que lui a soulevées, il a répondu, voilà. Vous voyez, souvent les journalistes maîtres chanteurs, au moment où ils se disaient entre 1995 et 2000, mais c'était souvent des journalistes individuels. Eux seuls étaient leur rédaction, ils constituaient leur rédaction. Comme dit quelqu'un, leur rédaction c'est dans leur sac. Donc, on ne peut pas opposer au comportement de celui-là le fait qu'il y ait des problèmes de fiscalité, ceci, parce qu'un type comme ça, quelle fiscalité il payait, quel fisc il payait à qui. Et à ce moment-là, les questions de papier, tout ça n'était pas compliqué encore. Aujourd'hui, oui, je comprends. Bon. Et la question de la filière togolaise aussi, c'est des questions strictement individuelles. Un journaliste, ce n'est pas parce qu'on l'a invité au Togo, l'a logé à l'hôtel de février, qu'il va venir même à la une, que l'élection est transparente. Surtout qu'il revient dans son pays, les types ne peuvent pas en tout cas l'arrêter là. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Et puis on va reconnaître que bon, il est allé, peut-être qu'il va jeter quelques fleurs aux organisateurs d'élections, mais sur le plan de l'éthique et de la déontologie, il doit écrire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Il n'a pas besoin d'insulter, il y a des papiers ou quelqu'un, mais il dit ce qu'il a vu. Sauf s'ils sont restés à l'hôtel tout le temps, on les a nourris, et ils ne sont pas allés faire des reportages, et ils sont rentrés à Cotonou pour prendre les titres là. Oui, là c'est encore plus grave. Bon, maintenant, si on en revient, je disais que faire l'affaire, je comptais aborder la situation actuelle, puisque c'est ça qui préoccupe. Vous avez déjà dit quelque chose tout à l'heure, vous l'avez répété, le regroupement. Mais il y a 10 ans au moins que moi j'ai évoqué ça dans des rencontres comme ça, pour dire, mais il faut que nous apprenions à nous regrouper, sinon on ne fera rien. Si chacun doit être directeur de publication, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vu 3 ou 4 jeunes gens, et chacun disait qu'il était directeur de publication. Et vous les avez regardés d'un œil bizarre. Mais on ne peut pas réussir comme ça. C'est vrai que ça relève de la mentalité du Béninois. Les Béninois refusent de se regrouper, même pour faire des affaires surtout. Maintenant, on a un président qui impose le regroupement des partis politiques. Et ils sont en train de marcher comme des moutons, hein, ils disent bon. Mais comme ici, il n'y a pas de bâton pour nous dire regroupez-vous. Et bien on va rester dispersés. Et c'est de ces politiciens qu'on va espérer quelques milliers de fois et pour pouvoir survivre, quand il s'agit de survivre. Alors actuellement, la presse, tout le monde sait que depuis le régime passé, il y avait des contrats, il a bien expliqué ça abondamment, contrat presse, etc. Mais contrat presse, si c'est ça qui va permettre à un journal de paraître, ben, on ne va pas s'en sortir si on doit se contenter seulement de ça, parce que l'autre défaut, en plus du refus de se regrouper pour créer des grands groupes de presse, eh bien, nous n'arrivons pas à organiser une régie de publicité, ce qui nourrit la presse ailleurs. C'est-à-dire que si nous-mêmes, même si c'est l'État qui doit créer, je ne sais même pas si aujourd'hui c'est l'État, je crois que la presse privée à travers ces organisations peut voir des privés et organiser, créer une régie de publicité et organiser cela selon les parutions. Et là, on ne peut pas distribuer le flux de la publicité à 200 journaux. Non. Il faut qu'on accepte de se regrouper en quelques 4 ou 5 ou 6 groupes de presse par exemple. Grands groupes de presse. Et là, ça va marcher, on pourra tenir la dragée haute au pouvoir et aux politiciens. Sinon, nous serons toujours à la merci des politiciens et du pouvoir.
Sous l'ancien gouvernement, les gens avaient des contrats, comment il a appelé ça? Ils savent qu'il y avait beaucoup de journaux qui bénéficiaient de ça. Mais actuellement, ils savent que le nombre soit réduit. Les nombres seraient réduits. Et en plus, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on trouve plus de journaux frais siamois. Sous l'ancien régime, je ne sais pas s'il y en avait autant. Ils savent que cette fois-ci, ça se développe davantage. Et ça, c'est regrettable. Tout le monde regrette ça, comme les types qui sont intervenus à la télé, à l'écran tout à l'heure. Maintenant, ce qui reste, en attendant de s'organiser en grand groupe de presse, peut-être 3, 4, 5 maximum, grand groupe de presse, en attendant, si les journaux doivent jouer le jeu de contrat avec le pouvoir, eh bien, il faut que les journaux montrent qu'ils sont organisés et qu'ils constituent une force dont le pouvoir a besoin. Le fameux quatrième pouvoir que les gens fabriquent ailleurs, ça a d'importance chez nous, que ça paraît, comme disent les Ivoiriens, ça n'a pas d'importance. Mais il faut montrer au pouvoir que mais vous avez besoin de nous, si on a besoin de vos moyens, de vos ressources. Et dire, mais autant nous pouvons prendre des communications et les publier pour vous, pour montrer vos actions sur le terrain, mais autant nous devons bénéficier de notre indépendance éditoriale. Et cette indépendance éditoriale, même si on n'appelle pas l'indépendance, liberté éditoriale, vous permet, quand vous parlez des actions du gouvernement sur 1 ou 2 pages, mais sur 3e page, vous écrivez des articles publics et critiques, même des commentaires critiques pour dire oui, le gouvernement fait ci, fait ça, il fait ça. Mais voici ce que les populations disent à propos de telle et telle action. Voici. Et déjà à travers même les propos de gens interviewés, la critique apparaît. Même si elle ne vient pas de vous, même journaliste directement, la critique apparaît. Prenons par exemple un sujet d'actualité, la question des médecins hospitaliers du public, à qui le gouvernement a demandé de choisir. Le gouvernement a raison. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que Houphouët-Boigny avait déjà soulevé cette question dans son pays. Il a soulevé ça. Même les médecins, vous gagnez beaucoup d'argent et vous avez des cliniques. Mais c'est une question difficile à régler. Houphouët-Boigny, lui, au moins, il investissait dans les services publics. Vous savez, il a créé un institut de cancérologie en Côte d'Ivoire. Il a créé beaucoup de choses, ce vieux-là, avant de partir. Mais malgré tout, les professeurs là avaient des cabinets ou des cliniques privées. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, si vous interrogez les populations, autant les gens disent rapidement sur la télé, ah oui, on soutient le gouvernement parce que les gens là, ils ne travaillent pas, on les voit pas à l'hôpital, ils nous envoient. Mais c'est encore eux qui vont dire que quand ils vont à l'hôpital aujourd'hui, les problèmes qu'ils rencontrent, parce que tout n'est pas facile comme ça à régler. Donc, si on peut louer la décision du gouvernement pour rappeler à l'ordre les médecins à leur responsabilité, au même moment, et on va le critiquer pour dire, est-ce que toi, gouvernement, tu as mis les plateaux techniques nécessaires? Les médecins disent qu'à Cotonou ici, il y a des cliniques qui ont certains appareils. Dernier cri que l'hôpital, l'ancien institut de référence n'a pas. Et je crois que certains d'entre eux vont probablement démissionner. On apprend des informations comme ça. Et il y en a qui auraient accepté de démissionner pour aller dans les publics. Donc il y a des problèmes. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut dire au gouvernement, d'accord, je fais des contrats avec toi, mais il faut nous laisser notre liberté éditoriale. Non? Et c'est nous, les associations dans ce pas, fait et hommes pour arracher ça. Et surtout que la direction de la communication à la présidence, c'était un ancien professionnel qui critiquait bien l'ancien gouvernement quand il écrivait dans la nation. Je le connais très bien. Mais aujourd'hui, des gens me disent, mais ils ne le reconnaissent plus, les méconnaissent ça. Il faut faire ce débat entre nous, parce que demain, ils vont revenir où? Ils vont revenir où? Dans la presse. Ils vont revenir dans la presse. Donc la réputation de quelqu'un, c'est dans son corps de métier d'abord. Donc nous devons nous battre pour défendre bec et ongle notre position de journaliste, sinon indépendant, tout moins
ayant la possibilité d'écrire et de critiquer professionnellement. Donc, l'indépendance éditoriale, malgré le contrat qui nous donne un peu de subside pour faire oublier les communications. Les communications du gouvernement, ce n'est pas mauvais en soi, puisque le gouvernement, lui, veut présenter ses actions telles qu'il les voit. Et il ne peut pas les présenter de façon mauvaise. Mais c'est à vous, journalistes, tout en présentant cette communication qui présente les actions du gouvernement, vous devez réclamer, exiger la liberté éditoriale de critiquer ces actions ou certaines autres actions du gouvernement. Et je dis encore une fois, à travers des interviews sur le terrain, les populations elles-mêmes, dans ce qu'elles vont dire, vont critiquer certains aspects des actions du gouvernement. Merci beaucoup, Doyen Ali, que je vous prie d'applaudir. Alors, nous allons retourner le micro dans le public. Il y a certainement quelques questions et donner l'occasion à l'ARAC et au ministère de la Communication de placer un mot. Je pense que nous devons y aller pas à pas. Et pour le faire, moi, je nous propose ceci. Quand on dit la corruption, comment dire, le communiqué final, tout ça là est engendré par quelque chose. Hein? Il faut quand même que le professionnel, en tout cas celui qui exerce dans le métier, puisse satisfaire ses besoins. Et nous, vous et nous, en tout cas le patronat, l'UPMB, nous tous savons que dans nos rédactions, ce n'est toujours pas le cas. Hein? Le service rendu n'est pas payé à juste titre. Nous avons mis sur pied beaucoup de structures, nous avons inventé beaucoup de choses, mais que nous n'appliquons pas. Les textes sont là et on passe toujours à côté. Pour corriger un peu les défauts qui sont évoqués par les uns et les autres, moi je nous propose directement la professionnalisation. Et cela revient à dire quoi? Qu'on amène à la rédaction celui qui a la vocation et pas celui qui a des problèmes à régler, celui qui est en chômage. En plus de ça, il faut que les patrons de presse aussi quand même puissent prendre à cœur, n'est-ce pas, les problèmes de leur personnel respectif. Nous, au ministère, nous avons toujours chanté professionnalisation. Mais l'instinct est passé par là. On n'a pas vu l'engouement des confrères. Non, les concours sont organisés, il n'y a pas de candidats. Alors que nous évoluons sans parchemin. Et ce parchemin qui est souhaité pour nous, c'est pour que nous soyons quand même considérés comme quelqu'un qui est du métier et qui pour pouvoir faire valoir nos droits, hein, dans toutes les institutions. Parce que quand on va en reportage maintenant, vous allez entendre que bon, telle personne a été renvoyée parce qu'il est déjà étiqueté. Hein? On n'est pas d'un organe, on va dans un reportage, le représentant de tel organe n'est pas là, on s'improvise rapidement. Hein? Le représentant de l'organe absent, et puis on émage. Et après, ça éclate. Tout ça, c'est des comportements à bannir. Nous devons faire en sorte que le public nous respecte. Nous n'avons pas bonne presse au Bénin. Le doyen l'a dit. Les populations nous critiquent, mais nous évoluons dedans quand même. On dit, bon, advienne que pourra. Oh, ce n'est pas bon pour nous. Nous sommes ici à une répétition. Ce cadre, il faut l'encourager. Et ce que chacun vient de dire ici, de positif, je le dis, moi je me joins à cela. Je ne peux pas dire qu'il est inutile d'ajouter quelque chose. Mais, vous voyez, quand on parle de liberté, la liberté a un sens large. Tout comme dans sa définition, bien sûr. Tout comme elle a un sens étroit. Et c'est ce sens étroit-là qui nous concerne. Mais si nous-mêmes, on ne peut pas refuser à quelqu'un de ne pas faire du journalisme. Ce n'est pas parce que le pâturage est ouvert, un pâturage, vous voyez, les chiens ne rentrent pas. Si un chien rentre dans le pâturage des bœufs, vous voyez, c'est pour
les contrôler, les guider. Si un loup rentre dans le pâturage, dans le poulailler, vous savez ce qui se passe. Je ne sais pas, aujourd'hui, le problème de notre presse, si on dit que, si certains disent le pays est malade, je me demande eux-mêmes s'ils se sont bien réveillés. Je parle toujours de notre presse. Je me demande quand je lis le Bénin est malade, mais lui qui écrit ça, est-ce qu'il est en bonne santé? Celui qui écrit ça, est-ce qu'il est en bonne santé? Parce que pour être vous voyez aujourd'hui, l'argent dont on parle, quel est le pays, l'un des pays les plus riches aujourd'hui? On parle des Chinois. Non, moi je parle des États-Unis, où on parle de démocratie. Est-ce que vous suivez ce qui se passe aujourd'hui entre Trump et les médias? C'est de cet exemple qu'on a besoin. C'est de cet exemple. On est tous aujourd'hui fautifs. De l'amateur jusqu'au professionnel. Des amateurs enseignants de journalisme, parce que dans les séminaires, on voit les gens, c'est l'entraide. On veut tout faire pour s'enrichir. On n'appelle pas des compétents, on n'appelle pas des compétences, on n'appelle pas des professionnels, on n'appelle pas des gens du métier pour enseigner quelque chose qu'ils détiennent. Non, c'est toute une salade dans notre vie quotidienne. Nous, parce que je suis journaliste, j'ai été journaliste, aujourd'hui je suis régulateur, je ne veux pas parler de la HAC, mais en créant la HAC, les gens croyaient qu'on rendait notre cadre plus démocratique pour les médias. Vous aussi, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Si les médias ne sont pas bien portants, ne pensez pas que la HAC sera bien portante. Parce que nous sommes des partenaires. Je vais parler en gros pour que chacun fasse son commentaire. Je veux parler en gros. Moi, si j'ai une conclusion à tirer, c'est que celui qui veut rentrer dans le métier, il n'a qu'à savoir que le métier a un prix. C'est la liberté de la presse. C'est le seul prix. Ce n'est pas le prix de l'argent. C'est le seul prix. Ce n'est pas le prix de l'argent. Parce que nous ne sommes pas des bêtes. Nous avons une raison. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, depuis 90 jusqu'à ce jour, les médias sont devenus une institution. Mais laquelle? Nous sommes devenus une institution. Que la HAC existe ou pas, les médias sont... Il y a les associations professionnelles. Je vais m'en arrêter là. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on a des associations professionnelles. Même si vous en avez, c'est créé par qui? C'est créé par le gouvernement. Vous avez dit qu'ils sont indépendants. Mais malgré tout ce que chacun fait, on continue de parler des mêmes mots. Est-ce qu'il n'est pas question qu'on se remette en cause? Il faut se remettre toujours en cause. Parce qu'on ne sent pas que nous avons une liberté à défendre. On ne le sent pas. On a beau développer des théories, des pratiques, c'est bizarre. Moi, j'ai vu des étudiants qui ont quitté l'INSEC et qui sont venus copier ce qui se passe sur le terrain. Ils font même pire. Ils font pire. Alors, encore une fois, moi je dis merci à ce cadre du critique, mais encore la vulgarisation, l'information, la popularisation de ce cadre-là. Ne nous invitez pas à nous seuls. Invitez la société civile, invitez les autres personnes qui nous critiquent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours dit, si l'information apparaît sur les réseaux sociaux, c'est que les journalistes n'anticipent pas. On parle de journalisme citoyen. Moi, j'ai horreur d'entendre journalisme citoyen. Qu'est-ce qu'on veut nous amener encore que c'est notre institution, on est journalisme. Un citoyen vient, quelqu'un vient, on parle de journalisme. C'est de l'aberration. Moi, je dis que c'est de l'aberration. Il n'y a pas de journalisme citoyen. Il y a des citoyens qui parlent, tout comme sous là-bas par là. Aujourd'hui, le journalisme s'apprend. Il y a une école, il y a des règles, il y a tout. On parle de journalisme citoyen. Quel est ce vernaculaire là encore?
C'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont les mêmes journalistes-là qui animent là-bas. Ils ont oublié leur métier, le recoupement, la vérification de l'information. Et puis, c'est pourquoi il dit, quand il dit que le pays est malade, est-ce qu'il s'est demandé si lui-même s'est bien réveillé? S'il a pris sa température pour ne pas savoir que c'est parti au degré de l'argent. Comme le disent les Antillais, tous les sangs chauds, c'est l'argent. L'argent fait monter la tension jusqu'à la conscience. Et on se perd. Le doyen a tout dit ici. Les solutions, c'est des approches. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à notre pays? Par rapport à l'expérience des autres? Voilà ce qu'il nous reste. Il faut des régies. Nous avons pris des lois. Les textes sont là. Amener les institutions, parce qu'il y a des niveaux. Les institutions sont les institutions qui prennent des tests pour les autres. Le Parlement prend, on fait des propositions, des projets et tout ça arrive là-bas. Ils prennent la régie sur la publicité, le bureau de la publicité, la loi sur la chose là. Jusqu'ici, il y a tout ça, c'est un chantier. Qui en parle? Mais on préfère parler des contrats. Vous ne parlez pas de votre épanouissement, de votre liberté. Hein? On se plaint de là où on a heurté l'obstacle et plutôt de là où on est tombé. Et on oublie, là on a heurté l'obstacle. C'est de ça qu'il s'agit. Et prier que Dieu nous donne longue vie. Parce que moi, je ne sais pas demain, ceux qui font ça, qu'est-ce qu'ils viendront dire? Parce que j'ai horreur aujourd'hui quand certains se trouvent à des niveaux de responsabilité. Ils vont revenir. S'ils reviennent, moi je me demande si ce n'est pas pour polluer davantage. Parce que c'est plus qui va les croire. Mais si déjà, sur 100%, 80% ressemble à eux, pensez que le cancer est là, hein, il va nous emporter. Et demain, on ne sera pas, après 20 ans, après combien d'années de démocratisation de notre pays, que les autres pays nous dépassent. Le Burundi dont parle le doyen, ils nous ont toujours invités. Moi j'ai été aussi au Burundi. Les gens nous prennent toujours pour des modèles. Mais notre mal est interne, hein, mais on ne propage pas nous autres notre mal. On ne le propage pas. Mais ils ne savent pas. Ils entendent des noms. Ils entendent des compétences. Et nous souhaitons que ça s'en arrête là. Sinon, nous allons devenir une école à laquelle personne en Afrique ou bien ailleurs ne va participer. Donc, je reviens à une chose. Notre liberté là, elle est très très fondamentale pour nous. Doyen, vous avez raison de mettre l'accent sur la dignité, sur la responsabilité individuelle de chaque journaliste. Mais cette responsabilité ne peut pas l'être réellement, le journal ne peut pas réellement prendre cette responsabilité si l'entreprise dans laquelle il travaille ou il pense travailler n'est pas une entreprise de presse responsable. Et c'est ça le problème qui se pose. Nous avons pensé pendant des années que c'est une question de formation. Là, que d'autres institutions ont mis de l'argent, on a formé des gens, on a créé des écoles de journalisme par-ci par-là. Des écoles, que ce soit vraiment écoles ou des écoles de rue, on en a vu. Vraiment des écoles médiocres, il y en a, comme il y en a de bonnes écoles aussi. Que j'ai fait l'une de ces écoles. Mais pourquoi malgré tout ça et les dizaines et des dizaines de journalistes formés à l'école, le mal persiste? C'est dit qu'il y a un problème. Les journalistes ne se sentent pas réellement à l'aise. Comment puis-je faire une école, avoir la licence ou avoir le master, c'est-à-dire bac plus 5, être donc du même niveau, au même niveau qu'un ingénieur informaticien ou mathématicien ou je ne sais quoi, mais ne pas être en mesure de compter le minimum ou répondre au minimum vital par mois. Ça pose un problème. Et quand on entend des patrons de presse dire à leurs employés, écoute, tu n'es pas ici, il ne faut pas penser au salaire, mais pense à comment... Le gars travaille, il est un salarié, il a décidé de travailler pour être salarié. Et vous lui dites de ne pas penser au salaire, mais vous l'envoyez où? Ça, c'est aussi l'un des problèmes de notre presse qui, en réalité, dont nous ne parlons pas souvent. C'est l'image du salarié dehors qui fait l'image de l'entreprise. Mais ont-ils eu l'idée de cette image de leur entreprise qui passe par leurs salariés? Non, ils envoient plutôt leurs salariés demander pour pouvoir
boucher les petits trous. Et là, ils sont à l'aise, ils pensent que c'est déjà fait. Alors qu'en réalité, le vrai problème est là. Quel modèle? Nous avons tout le temps parlé de regroupement. Il faut aller au regroupement. Il faut. Ce n'est pas parce que les promoteurs d'entreprises de presse n'ont pas envie d'y aller. Ils en discutent entre eux. Mais par quelle voie, quelle manière et quel modèle il faut adopter? C'est là le problème réellement. Qu'est-ce que le CNPA, par exemple, fait dans ce cadre-là pour qu'on en arrive là? La RAC a financé pendant longtemps, au moins pendant 3 promotions, la formation, le master en management des médias. J'ai fait ce master-là. Je sais ce que cela peut apporter. C'est très important. Mais qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce qu'on a fait une évaluation? Qu'est-ce qui a changé dans la gestion? Rien n'a changé. Je pense qu'il faut aller là. Je pense que nous allons profiter pour faire un dernier tour de table et donner la possibilité au président Basile Chibozo aussi de répondre aux préoccupations qui ont indexé le patronat. Je crois que j'approuve la pertinence des interventions de mon ami Olivier. L'ont bien reçu évidemment. Mais j'observe qu'il a pu se défendre vis-à-vis de celui qui a demandé celui qui a dit que les journalistes des escrocs. Moi, c'est ça que je voudrais demander à tout le monde, parce que lorsque vous êtes dans un métier, que vous assumez le métier, que vous pensez que c'est peut-être votre vocation, et que les individus qui ne connaissent rien du métier vous caricaturent, il faut répondre. Moi, j'ai aimé la réponse. Je demande à tout le monde de ne pas parfois j'entends, quand on dit, je suis pas fier de dire que je suis journaliste. Moi, je dis, je persiste, je persévère, je signe pour dire à tout le monde, ne soyez jamais, ne reniez jamais votre profession. Ne reniez jamais votre profession, quelle que soit la nature, quelle que soit la physionomie qu'elle a maintenant. Moi, je suis journaliste, je l'assume. C'est ça que moi, je souhaite que, eh bien, puisse se faire. Et tous les jeunes qui nous regardent doivent pouvoir faire cela. Quel modèle économique, les contrats sont supprimés, etc., etc. Vous savez, nous avons contribué à l'inflation qui a pu installer la deuxième convention collective applicable aux médias privés ou bénéfiques. Où nous avons fixé un minimum de paiement des professionnels des médias. L'inflation a été nationale. Le PM et le CNPA se sont assis pour dire qu'il faut qu'on aille, qu'on révise, qu'on supprime l'ancienne convention qui a été dénoncée par le PMD, acceptée par nous, parce que la dénonciation elle est normale, parce que tout est dépassé. Et nous sommes partis en négociation, en discussion, pour arrêter la seconde convention collective applicable en Louis du Bénin. Ça veut dire quoi? Il y a un test légal, réglementaire, que tout professionnel de médias peut exiger devant le juge pour dénoncer tout patron qui ne paye pas à l'aune de ces tests-là. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Maintenant, si les gens ne dénoncent pas eux-mêmes, comme l'a dit le président du PMD, il y a ça aussi. Il y a ça de complicité passive qui font qu'on nous CNPA depuis que je suis là il y a 2 ans, en tant que président, j'y étais aussi en tant que membre, mais on n'a jamais reçu une plainte d'un professionnel ou d'un collectif de professionnels disant qu'ils ont été maltraités en termes de salaire dans leur rédaction. Alors vous savez, en tant que syndicat, en tant qu'organisation, association, on n'a pas un pouvoir répressif. On peut faire une injonction à notre peuple dire, mais écoute, toi tu ne paies pas pour ça, c'est toi, non. Dès lors qu'on n'est pas au courant des problèmes qu'il y a dans les organes, on ne peut pas réagir. Donc je demande encore une fois à tous ceux qui, du point de vue de la portion qu'on ne soit pas payé, donc on peut nous saisir et voir si on va réagir. Ça c'est un. Deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que le modèle économique doit être un modèle qui a un double aspect. Le premier aspect, il doit avoir une régie publicitaire. Parce que c'est les publicités qui financent les organes. Le second, il doit avoir un financement public, un fonds public qui finance les médias. Aujourd'hui, c'est le FADEM, c'est une bonne chose. Si on a ces deux-là, un journal est indépendant. Ça veut dire quoi? On doit sortir du schéma des communications.
on doit sortir du chemin des communications et aller avoir un fonds public, plus la possibilité d'avoir la régie publicitaire pour la publicité pour nos organes. Quand ces deux sont observés, il n'y a plus matière. Celui qui ne respectera pas, celui qui a un problème d'éthique, certainement. L'année a parlé de professionnalisme. Je crois que pendant plusieurs années, nous avons formé des journalistes. Donc, la grande masse des journalistes qui animent nos organes aujourd'hui tombe dans les mêmes travers. La cause est quoi? La cause est due à la précarité, à l'éthique personnelle, à l'éducation personnelle, à l'instruction, à la dignité de l'être. Lorsque sur le reportage, je vais discuter les sandwichs avec les organisateurs, il y a problème. Lorsqu'on me dit que, écoutez, je ne vous ai pas invité, vous êtes là, mais néanmoins, on a invité, ceux qu'on a invités là, c'est 5 000. Vous êtes 5 à inviter, à mon avis fort. Mais vous êtes 10. Et l'organisateur dit, écoutez, 10 ou 15, je vais répartir les 20 000 à vous 15. À tel instant que les gens se retrouvent avec 700, 800 francs et ils acceptent. Est-ce que c'est l'école des enfants qui a dit ça? C'est l'éthique personnelle. Vous savez, c'est l'éthique personnelle, c'est le moi, ça. C'est le jeu, c'est la dignité personnelle. Et quand vous vendez très moins cher, mais les gens ne me considèrent pas. Nous, on était sur le terrain. Nous, on n'était pas à 5 000 francs. Moi, j'avais des reportages, j'étais à 50 000, 60 000. J'avais des tournois de ministres, je ressors avec 180 000. Moi, j'en ai fait. J'avais des tournois de ministres, j'ai fini avec 200 000, 250 000. On a des reportages qu'on faisait. Mais l'autre chose est que quand vous allez sur le reportage, on laisse les perdièmes, on laisse tout là, on fait le malin alors qu'on n'a pas d'argent. Mais on fait le malin et on nous appelle. Parfois on arrive à la rédaction, on dit mais le journaliste de temps, vous n'avez pas venu chercher votre argent, venez chercher. Et nous allons maintenant chercher. Tout ça, c'est lié à la personne. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et la grande masse de ceux qui aujourd'hui sont nos collaborateurs, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Même s'ils sont formés, ils sont gargarisés par les médias. Wow. Et leur propre profession ne leur dit plus rien du tout. L'autre chose, c'est qu'ils sentent que le patron gagne de l'argent. Lui, il fait 2 ans, paf, il quitte, il crée son organe de presse. Il n'a aucune notion de monnaie des médias, il crée son organe de presse. En conclusion, nous vivons dans un pandémonium où les diables et les diablotés se mêlent, s'entremêlent, comme les cheveux dans un pain, on ne s'en sortira pas. Mais moi, je pense qu'on peut s'en sortir si on fait des réflexions de ce genre. L'autre chose que je vais ajouter, c'est que si nous laissons la fatalité, si nous succombons face au stoïcisme et à la fatalité de notre corporation, nous allons péricliter. Troisième élément que je vais souligner par rapport aux jeunes, on dit le salaire, le salaire, le salaire, le salaire, je suis d'accord. Mais vous savez, l'autre chose, c'est que nous avons un métier de prestige, de noblesse et de contact. La plupart de nos anciens, je peux vous garantir que lorsque vous avez une belle plume, un bon micro, une bonne caméra, le salaire parfois ne vous dira plus rien. La réputation, ça prend par rapport à l'extérieur. C'est ça que je voudrais que les gens sachent. La réputation, c'est par rapport à l'extérieur. Par rapport au fait qu'on vous appelle, vous êtes devenu consultant, vous voyagez, etc., etc. Pas vos plumes, pas votre plume. Vous sortez de quiproquos de salaire, je ne suis pas bien payé, je suis malmené, le patron gagne trop d'argent, il nous balance. Il faut laisser le patron faire votre profession, vous serez plus riche que le patron. Moi, je suis certain que vous avez une bonne plume, bonnes analyses, la bonne documentation, de bons dossiers, de grands reportages. Si vous sortez de l'ornière, vous serez apprécié. Malheureusement, 90% de nos collaborateurs ne sont plus ça. Nous, on a été journalistes. On a été journalistes. Mais ce qui était notre passion, c'était l'écriture. Aujourd'hui, j'ai une rédaction où les gens sont capables de produire 3 papiers par jour. Nous, on faisait une graphe 10. À l'édition, parfois, il y avait beaucoup de papier au frigo. À tel enseigne qu'une production d'1 jour peut sortir 3 journaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Alors, on pique des réseaux sociaux. On va faire du copier-coller. Et on change un peu. On dit que les journalistes. Il y a tout ça.
Le patron doit-il payer un journaliste comme ça? Même sorti de l'école? Un journaliste sans effort? Un journaliste en copier-coller? Un journaliste qui se contente du très peu? La question est là. Je voudrais tout simplement ajouter qu'on ne doit plus avoir une vision étriquée des questions au sein des médias au Bénin. Le journalisme 12 pages où on s'accroche à quelque chose là, il faut dépasser ce niveau-là. Toutes les questions sont importantes aujourd'hui à adresser. Et le modèle économique de financement des médias pour les rendre indépendants et pérennes, il faut réfléchir à ça. C'est urgent. Sinon, tout ce qu'on va dire au cours, on va clochardisé la profession. Je suis particulièrement heureux que les responsables d'associations professionnelles soient arrivés et qu'ils aient participé aussi, parce que leur présence a enrichi les débats. Et même si c'est un débat interminable, mais c'est quand même enrichi à chaque fois qu'ils sont là. Et là, je voudrais insister pour dire, ce n'est plus vraiment, je ne crois pas que ce soit un machin utopique pour moi. Je dis la réputation personnelle dans tous les médias, des métiers, tous les métiers, la réputation professionnelle est individuelle. Et ensuite, si les individus qui sont dans le groupe de métier, dans le corps de métier, se battent pour leur réputation professionnelle, ça veut dire que tout le corps de métier va bénéficier de cette réputation professionnelle. Et à partir de ce moment, moi j'ai une ou deux propositions à faire aux associations professionnelles. Soyez porteurs d'initiatives, essayez des initiatives, même difficiles. Premièrement, commencez à voir comment on va enfin réorganiser le métier en, bon, disons maximum 10 groupes de presse. Si on peut faire 5 ou 6, c'est mieux. Essayez. Nous n'avons peut-être pas le bâton du président alors, mais essayez quand même pour voir dans notre monde là aussi comment vous pouvez commencer à organiser pour éviter cet effritement qui ne nous conduit à rien. Tout le temps, ça va nous plonger et dans la mendicité. Donc, il faut absolument être porteur d'initiative. Après, la dernière initiative, c'est prenez le courage et l'initiative de rencontrer les responsables s'occupant de la communication au niveau du gouvernement. Prenez le courage et dites-leur que vous acceptez de publier les communications si c'est pour montrer les actions, mais en même temps, il faut qu'ils acceptent que vous ayez la liberté éditoriale de critiquer à travers vos propres reportages et vos commentaires professionnels. Ils doivent accepter ça, ça va être un contrat plutôt gagnant-gagnant au lieu que ce soit un contrat imposé de façon unilatérale. Vraiment battez-vous pour obtenir ça dès demain s'il le faut. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, doyen Ali. Merci au président Basile Tibozo, au président Franck Mochemé, président Guy Constant Eoumi. Merci d'avoir préparé ce 3e rendez-vous des rencontres intergénérationnelles des médias. Les médias béninois face au pouvoir de l'argent, ça a été le thème de ces échanges. Merci à la RAC et merci au ministère qui ont préparé à tous les confrères et à janvier pour le prochain numéro des RIM. Merci et bon retour chez vous.